Dimanche 18 septembre 2022, merci de nous rejoindre sur Gulf TV Africa. Nous sommes à un nouveau numéro de votre émission Money Live, une émission qui nous permet d'analyser et de décrypter les actualités au plan national et international. À l'ordre du jour, ce dimanche 18 septembre, deux sujets. En premier lieu, il s'agira donc de la reprise de la rentrée scolaire avec la cherté de la vie. La scolarité en hausse dans la plupart des établissements scolaires, notamment dans les écoles privées. Les fournitures scolaires trop chères par rapport aux années antérieures. Pas d'affluence au niveau des stands de vente de fournitures scolaires. Les clients qui viennent à compte-gouttes, certains juste pour avoir une idée des prix, des revendeurs qui se plaignent de la mévente, tandis que les parents d'élèves évoquent la cherté des fournitures scolaires. Et pourtant, la rentrée, c'est dans quelques heures. Quelles sont les causes de cette situation? Quel doit être le rôle et l'accompagnement des dirigeants? Comment les parents d'élèves doivent s'y prendre? Autant de préoccupations auxquelles les débatteurs essaieront de répondre tout à l'heure. Et comme deuxième sujet, nous parlerons bien évidemment de l'affaire des 49 mercenaires ivoiriens détenus au Mali. Vers quelle issue? Quelles sont les portes de sortie de ce problème diplomatique entre le Mali et la Côte d'Ivoire? Le sujet sera également abordé au cours de cette émission. Et justement, pour débattre de ces différents sujets annoncés, je suis en plateau avec plusieurs confrères. À ma gauche, à ma droite, pardon, il y a Joachim Kamaldine. Joachim, bonjour. Bien évidemment, je suis à la droite du père. Bonjour, bonjour au plateau et puis bonjour à tous nos amis téléspectateurs. Juste en face de vous, à ma gauche, j'ai Moïse Soudé. Il est journaliste, analyste politique. Monsieur Soudé, bonjour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous souhaite une bonne journée dominicale. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. À côté de Kamaldine, il y a Gauthier Sedoudé, journaliste à Gulf TV Africa. Gauthier Sedoudé, bonjour. Bonjour Ulrich Asogwakwe, bonjour le plateau, bonjour à toutes et à tous. Et en face de vous, Valentin Adiboucha, journaliste et consultant média. Valentin Adiboucha, bonjour. Bonjour Ulrich, bonjour à tous et merci de prendre ce rendez-vous de l'information autrement. Merci à vous, chers débatteurs. Merci également à vous, chers téléspectateurs de Gulf TV Africa. Et merci une fois encore de nous préférer. Place à présent au débat, mais avant, nous allons suivre le bulletin de l'information. Live aujourd'hui sur Gulf TV Africa. Au plan national, nous parlerons de la cherté des fournitures à la veille donc de la rentrée scolaire 2022-2023. Les stands de vente de fournitures scolaires sont étonnamment vides. Vendeurs et acheteurs se plaignent de cet état de choses qui serait dû, selon eux, à la cherté de la vie qui prévaut dans le pays depuis quelques moments déjà. Nous sommes allés faire le constat et voici les images. Le 19 septembre prochain, les élèves reprennent le chemin de l'école. Réveil matinal, travaux dirigés, cours du soir et séances d'études avec les professeurs meubleront les 9 mois à venir des élèves et parents d'élèves. Toutefois, ces derniers appréhendent cette rentrée académique à cause justement de la cherté de la vie qui rend difficile l'accès aux fournitures scolaires. Nous devons vraiment envoyer nos enfants à l'école. Aujourd'hui, c'est une obligation pour tous les parents d'envoyer les enfants à l'école. Mais malgré cela, le temps est trop dur. Ils devaient essayer de voir, surtout la vente des fournitures scolaires. Vraiment, c'est trop cher pour nous les parents. Or, puisque un parent qui a au moins 4 enfants ou bien 5 enfants... Vraiment pas encore. Parce que je ne sais même pas si les enfants pourront continuer les études compte tenu du temps du pays. Et vous-même, vous le savez, ce qui se passe actuellement. Sur les stands de vente des fournitures scolaires, le constat est alarmant selon ces revendeurs qui se plaignent de la baisse des ventes par rapport aux années antérieures. Par rapport à l'année passée, on constate que l'affluence n'est pas si élevée par rapport à l'année passée. Cette année, les parents viennent demander les prix. Certains parents trouvent que le prix est un peu élevé et ils repartent, ils disent je vais revenir. Mais franchement, cette année, la vente n'y est plus.
malgré que les fournitures scolaires sont vraiment nécessaires pour les enfants, c'est à croire que les parents ne veulent plus sortir acheter les fournitures scolaires. Il n'y a pas d'affluence. Tous sont unanimes que la cherté de la vie, notamment la hausse des prix au niveau des fournisseurs, est à l'origine de la situation. Je pense que c'est le fait que les prix au niveau des grossistes ont augmenté considérablement. Parce que même nous, les revendeuses, on se plaint déjà. Au niveau des grossistes, les fournitures sont hyper chères. Donc franchement, nous, les revendeuses, on ne peut pas faire autrement. Oui, les prix ont grimpé. Certains prix ont grimpé. Qu'est-ce qui pourrait justifier cela? Bon, c'est la cherté de la vie. Bon, à l'achat, si le produit est un peu cher à l'achat, donc pour revendre, on est obligé d'augmenter un peu pour trouver notre bénéfice en fait. La cahier, vraiment, les prix sont montés. Et bon, quand nous venons, les vendeurs nous montrent que voilà, les TVA, les quoi, sont déjà montés. Donc, on ne sait pas si peut-être les enfants peuvent reprendre les classes, hein, compte tenu du truc de la vie. Tout est cher. Ce n'est pas les fournitures seulement. Tout est cher dans le pays. Tout est cher. On ne comprend pas. Nos fournisseurs nous disent que c'est la douane, que la douane est chère, que la douane est chère. Donc, ils nous vendent cher. Nous aussi, on est obligés d'augmenter un peu. Une situation donc qui nécessite une intervention des autorités compétentes. Donc, vu la situation dans laquelle nous sommes, vraiment c'est très dur pour nous les parents. Il faudrait que, de côté des gouvernements, ils n'ont qu'à essayer, s'ils vont s'entendre, de fixer au moins un prix qui va arranger, qui va permettre à tous les parents d'avoir les enfants à l'école. Puisque, au coût des moyens, il y a d'autres qui veulent que les enfants aillent étudier, mais ils n'ont pas de moyens. Comment ils ont fait? Franchement, c'est eux la lumière de ce pays. C'est eux qui voient ce qu'il faut pour nous. Ils sont là pour réglementer ces trucs-là. J'aimerais vraiment qu'ils voient s'ils peuvent subventionner les fournitures scolaires pour que nous-mêmes, nous les revendeuses, on puisse avoir ça moins cher de chez les grossistes pour pouvoir revendre aux parents. C'est un truc à la chaîne. Si on trouve ça moins cher, nous les revendeuses, on va vendre ça moins cher pour que les parents puissent venir acheter. Et c'est un peu d'argent. Parce que de toute façon, l'impôt viendra prendre l'argent. L'argent retournera à la caisse. Nous supplions le chef de l'État, notre papa, notre mari, de bien vouloir voir la douane en baisse pour que les choses soient un peu moins chères dans le pays. Parce que vraiment, nous crions au secours. Revendeurs, parents d'élèves et élèves espèrent que leurs cris de cœur ne tomberont pas dans des oreilles de sourds. Ceci a retenu l'attention de chaque Béninois. La tournée gouvernementale d'information et d'échange sur la cherté de la vie, étape des départements du Mono et du Koufo le 15 mai dernier. Une délégation gouvernementale conduite par le ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Kenom, du ministre du Cadre de Vie, José Tonato, à Plaroué, le ministre Oswald Omeki des Sports étaient tous à Plaroué, Diakotomer, pour la première étape de cette tournée dans ces différents départements. Ils ont abordé les raisons qui justifient donc cette cherté. Nous vous proposons de les retrouver à travers ce reportage signé Gauthier Sedodé. La cité de l'Espérance, Lokossa, département du Mono, est la première localité à accueillir la délégation gouvernementale dépêchée par le président Patrice Talon pour expliquer aux populations les raisons de la cherté actuelle de la vie. Patrice Talon, les fils et filles de Lokossa face aux autorités s'expriment sans embarge, donnant ainsi l'occasion au ministre d'apporter des éclaircissements sur les difficultés évoquées. Aujourd'hui, ce qu'il nous reste à faire, c'est la bonne compréhension et la bonne compréhension des populations. Ceux qui vont se muer en commerçants véreux ou en spéculateurs sans scrupules, c'est-à-dire ceux qui ne voudront pas pratiquer la vérité des prix. C'est à vous, population, qu'il appartient de les dénoncer maintenant. Cap a été ensuite mis sur Aplaroué dans le département du Koufo. Les autorités se sont livrées au même exercice. Pour les populations, c'est une occasion en or pour faire des doléances. Votre présence ce jour, en ces lieux, dans le cadre de la présente tournée gouvernementale d'information et d'échange,
témoigne de la preuve de la volonté et de la détermination du gouvernement du président Talon à apporter une solution adéquate et durable au problème de la flambée des prix des produits locaux et ou importés de grande consommation dans notre pays. La commune de Diakotomé est la dernière localité à accueillir la délégation gouvernementale pour cette première étape de la tournée. Ici également, les séances d'échange ont permis aux populations de prendre conscience des différentes mesures d'atténuation prises par le gouvernement. Le plus important, c'est de noter à quel point le président de la République a eu raison avec son gouvernement d'initier cet exercice. On voit bien que les populations avaient besoin d'informations, d'une information officielle, et on voit bien à quel point ces occasions permettent aux populations d'exprimer leurs préoccupations. Nous avons également enregistré les différentes doléances qui feront l'objet d'un rapport qui sera transmis au chef de l'État. Ainsi s'achève la première étape de la tournée gouvernementale de sensibilisation sur la cherté de la vie dans les départements de Mono et de Koufo. Satisfaction et note d'espoir face à la conjoncture économique actuelle étaient au rendez-vous. Tournée gouvernementale de sensibilisation sur la cherté de la vie et les mesures d'atténuation prises par le gouvernement pour soulager les populations. Le mardi 16 mai, la délégation gouvernementale était dans le 12e arrondissement à Cotonou. C'est Atlantique Bichotel qui avait servi de cadre à la rencontre avec les populations de cet arrondissement. Voici le compte rendu de Joachim Kemaldine. Descente de la délégation gouvernementale dans le 12e arrondissement de Cotonou ce mardi dans le cadre de la tournée de sensibilisation sur la cherté de la vie et les mesures d'atténuation prises pour soulager les populations. Femmes, jeunes, artisans, têtes couronnées et responsables religieux ont prêté attention aux messages apportés par les autorités. Nous venons de faire une sensibilisation au niveau du 12e arrondissement avec les représentants de la population, les femmes, les jeunes, les sages, certaines têtes couronnées, etc. Et cela nous a permis de leur expliquer les stratégies qui sont mises en place depuis déjà 2 ans, depuis l'arrivée de la COVID au Bénin, avec ses conséquences non seulement sanitaires, mais surtout socio-économiques, et ensuite aggravées par le conflit en Ukraine et bien sûr la crise dans le Sahel. Donc nous sommes revenus sur tous ces éléments en expliquant les mesures sociales, en expliquant les subventions qui existent maintenant au niveau de certains produits et qui ont permis que depuis des mois, le coût de certains produits justement ne soit pas plus haut. À leur tour, les représentants des populations du 12e arrondissement ont pris la parole pour faire des doléances et émis des idées qui pourraient aider le gouvernement dans ses stratégies. Vous avez constaté que dans le 12e arrondissement, la mobilisation y était, et non seulement ça, les questions étaient vraiment des questions pertinentes. Donc ce n'est pas qu'une séance qui est de sensibilisation à l'endroit du 12e, mais c'est une séance d'apport. Les femmes, les jeunes, les sages, les aimants, ils ont quand même pris la parole pour contribuer à cet état de choses parce que ça doit être un engagement de tout le monde. Une bonne impression ce matin maintenant pour cette sensibilisation que les autorités viennent quand même de nous expliquer. Vous savez, finalement, nous allons dire que le gouvernement essaie de faire un peu plus. Parce que, bon, tout à l'heure, maintenant, on nous a eu à dire qu'il y a beaucoup de subventions que le gouvernement essaie de faire à l'endroit de la population. Seulement que la population ne ressent pas. Dans mon intervention, j'ai attaqué la cause structurelle. Il faut que ça change. Que nous aimerions désormais ce qui est produit dans notre pays. Même si ça coûte plus cher que ce qui est importé, consommez ce qui est produit chez vous. Vous allez régler plus tard des problèmes profonds, graves, dangereux pour la nation. Exclusivement fait en langue locale, cette séance a permis aux populations du 12e arrondissement de comprendre les efforts consentis par le gouvernement pour atténuer les effets de la conjoncture actuelle. Elle s'engage à porter le message dans les quartiers. Le
le journal de Morning Live, le numéro de ce dimanche 18 septembre 2022. C'est fini. Merci à vous de l'avoir suivi. Eh bien, l'exercice Morning Live va se poursuivre. Merci à vous, Machou Kourait Fatoumbi, pour ce bulletin d'information. Nous allons à présent revenir en studio pour le débat proprement dit, entrer dans le vif des différents sujets annoncés. Quelques heures seulement nous séparent de la rentrée scolaire 2022-2023. Les fournitures scolaires coûtent excessivement cher et les stands de vente de fournitures scolaires, vous l'avez suivi dans un reportage de tout à l'heure, les stands de vente de fournitures scolaires qui sont quasi vides. Revendeurs et acheteurs se plaignent. Monsieur Moïse Soudé, vous êtes certainement parent d'élèves. Vous avez eu l'occasion de faire un tour dans ces lieux de vente de fournitures scolaires. Est-ce que vous avez fait la même remarque que nous? Non, ce ne sont pas les fournitures scolaires qui sont chères. C'est le pouvoir d'achat qui est faible. Parce que quand vous allez en fonction de la qualité du cahier que vous désirez pour vos enfants, vous devez débourser. Moi, je dis, nous sommes dans un pays où le revenu est faible. J'ai suivi tout à l'heure la tournée gouvernementale. J'ai dit, quelle est la plus-value de cette tournée-là? On aurait pu utiliser cet argent. Parce qu'au Bénin, est-ce qu'il y a encore une imprimerie qui fabrique des cahiers? Tout à l'heure, l'honorable, à la fin du reportage, a parlé de consommer local. L'honorable Agbodrafon, il est député à l'Assemblée nationale. Quelles sont les dispositions législatives prises par l'Assemblée nationale pour régler les problèmes? On peut encourager des opérateurs économiques béninois à fabriquer des cahiers. Et là, ça serait moins cher parce que quelqu'un qui veut acheter les cahiers, en fonction de la qualité du cahier que vous désirez, vous devez débourser. Donc, je dis, je ne trouve pas l'opportunité de cette tournée-là. Parce qu'après cette tournée-là, est-ce que ce soit assis nos parents vont devant les stands de fournitures scolaires, on va leur dire le cahier qui était à 1500 est revenu à 1000 francs? Ce n'est pas possible. Donc, il va falloir, parce qu'on attend chaque fois la veille de la rentrée pour commencer par se plaindre. L'État doit pouvoir mettre en place des dispositifs pour produire des fournitures scolaires. Pour produire, il faut produire. Parce que, entre-temps, il y avait une imprimerie de la place qui fabriquait des cahiers et puis tout le monde allait. Depuis un certain temps, on ne le fait plus. Moi, je souhaiterais que dans les mesures prises pour atténuer les effets de la crise économique, qu'on puisse subventionner des entreprises locales pour fabriquer les produits. L'honorable a parlé des produits d'une première nécessité qui se fabriquent chez nous. OK, eux, ils sont à l'Assemblée nationale. Ils n'ont qu'à produire des lois qui vont contraindre le gouvernement à créer des opérateurs économiques. Parce que les opérateurs économiques au Bénin, on n'en a plus. On n'en a plus, il faut en créer pour que désormais, ce qui est produit chez nous, généralement, doit être moins cher que ce qui vient de l'extérieur. Eux-mêmes qui parlent là. Ils vont prendre quelques marques de cahiers pour les enfants. Ils vont prendre des cahiers chers. Ce n'est pas tout le monde qui se plaint. C'est le citoyen moyen qui se plaint. Et généralement, vous allez constater, ce n'est pas propre à cette année scolaire. Beaucoup de parents attendent toujours samedi, dimanche, avant la rentrée, pour aller acheter les cahiers. Et encore que la rentrée commence un 19, donc les gens n'ont pas encore perçu leur salaire. Ils n'ont pas perçu leur salaire. Et il faut aussi voir cette réalité-là, parce que dans d'autres pays, l'État essaie de soulager les parents. Parce que tant qu'on ne va pas soulager les parents, ils ne peuvent pas. Ce n'est pas question de la vie est chère. Non, chaque année, c'est cyclique. À chaque veille de rentrée, tout le monde se plaint de la cherté des fournitures scolaires. Donc, il revient à l'État béninois de voir qu'est-ce qu'on peut faire. L'État peut créer une grande librairie. Il y en avait, quand on était un peu plus jeune, il y en avait. Et ceux-là produisent les cahiers, l'État subventionne et les prix sont moins chers. Donc, si vous ne voulez pas ce que votre État vous propose et que vous voulez acheter un cahier qui vient de la France, vous allez payer le prix. D'accord, Monsieur Soudé, nous allons passer à présent à Gauthier Seloudé. Gauthier Seloudé, est-ce que vous avez fait le même constat et quelles seraient les raisons de cette cherté selon vous? Eh bien, je fais le même constat. Tout le monde se plaint dans le pays. Pour aller payer les fournitures, les parents n'ont pas les moyens. Et ça ne se limite pas là. La cherté de la vie se tend aussi sur le fait que dans les écoles maintenant, la plupart des écoles privées ont augmenté les frais de scolarité. C'est une difficulté pour les parents. Mais le véritable problème, c'est que le pouvoir d'achat, comme le doyen Soudé l'a dit, est faible et rien n'est fait pour que cela soit renforcé. Et c'est ça la difficulté majeure. Les raisons, c'est... Bon, la COVID-19 est passée entre-temps, qui a secoué tout le monde. Le gouvernement a pris des mesures et on parlait de COVID-19 quand
la guerre en Ukraine est venue, le gouvernement a fait son effort aussi, mais véritablement, ce n'est pas une situation qui est limitée qu'au Bénin. C'est tous les pays du monde qui vivent la cherté de la vie. Mais nous ne faisons pas grand-chose pour permettre à nos populations de surmonter ces situations et d'avoir accès au nécessaire. Et sur le plan éducatif, il faut quand même que le gouvernement pense à subventionner certains articles qui sont utilisés pour l'éducation des enfants. Et il faut peut-être trouver le moyen de permettre aux parents de pouvoir payer les fournitures scolaires. Pourquoi ne pas dire, par exemple, que cette année, l'école sera gratuite pour tout le monde? Ça serait une mesure sociale, puisque nous sommes dans une mandature qui est qualifiée du hautement social, mais on ne sent véritablement pas le hautement social dans le quotidien des Béninois, et c'est ce qui n'est pas très agréable à vivre. Vous avez compris, Gauthier Sedodé, Valentin Adibocha, est-ce que vous partagez le même avis? Je partage le même avis. Plusieurs choses dérangent les parents d'élèves. Lorsque votre enfant est au privé, par exemple, moi j'en ai deux au privé. Il y a un qui est au CE1 et l'autre au CM2. Je suis déjà à 60 000 francs. Au moins 60 000 francs de fourniture, et je ne pense pas que ce soit à la fin de mon parcours. Parce que la première chose, c'est comme s'il y a un business qui s'installe à la rentrée où, à part les livres qui sont retenus, qui sont déjà vraiment nombreux, les livres retenus à la rentrée, les promoteurs d'écoles et les vendeurs de livres arrivent à s'entendre pour intégrer encore des documents qui n'ont rien à voir peut-être avec ce qui a été retenu, mais qu'on impose comme nécessaire pour faire l'année scolaire. Autrement dit, il y a comme un laisser-aller à ce niveau-là où les enfants, les parents sont obligés, parce que tout le monde veut que son enfant réussisse à l'école, d'acheter ces documents. L'autre chose, vous allez entendre la dame parler du prix de la douane. Parce que, oui, je suis entièrement d'accord avec ce que Soudé a dit. Le prix de la douane. Autrement dit, si on veut faire du social, j'aurais même préféré qu'on ne parle pas de hautement, c'est-à-dire cet adverbe en main là, on aurait pu s'en passer, dire que c'est un mandat social, puisqu'il n'est pas d'abord social avant de l'être hautement. Donc, qu'on exonore ou qu'on réduise le prix de la douane, puisqu'on n'a plus d'entreprises qui produisent ces cahiers-là. On n'en a plus beaucoup, je ne sais pas s'il y en a au Bénin, mais ceux dont on entendait parler n'existent plus sur le terrain ou sont en agonie. Qu'on réduise alors le prix de la douane pour rentrer au moins dans le social, pour permettre à ce que ces documents essentiels, parce que l'éducation fait partie, n'est-ce pas, de la clé du développement, ça fait partie des priorités du programme d'action du gouvernement. Donc, exonore un peu pour qu'on réduise le prix de douane pour que ces cahiers-là soient accessibles. C'est vrai qu'à la veille de chaque rentrée, on apprend que les trucs coûtent cher. Moi, je voudrais dire à M. Soudé que moi, je les ai achetés assez tôt. Mais je les ai achetés tôt, mais je n'ai pas senti, n'est-ce pas, une amélioration dans les prix. Mais tout le monde n'a pas les moyens. L'autre chose, c'est la qualité des cahiers qu'on achète. Lorsque vous regardez les cahiers qu'on achète, par exemple, ce n'est pas évident que ces cahiers-là ne participent pas à la détérioration, n'est-ce pas, de la vue de nos apprenants. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un contrôle rigoureux dans la qualité des cahiers mis sur le marché. Quoi qu'en soit le pouvoir d'achat du Béninois, il doit être capable d'avoir quelque chose au moins de qualité. On a l'impression que ces cahiers-là ne sont pas de qualité. Et parfois, lorsque l'enfant commence l'année, un mois après, lorsque vous voyez son cahier, s'il doit apprendre surtout les cahiers de leçons, chaque page est récupérée avec une colle dans le cahier. C'est difficile. Lorsqu'on a un enfant qui a un cahier de 300 pages, par exemple, qu'il doit utiliser régulièrement, le cahier ne tient pas. Autrement dit, la qualité n'y est pas. Maintenant, au-delà de tout ceci,
il faut revoir les choses. Il faut revoir, par exemple, le pouvoir d'achat des populations. Je prends les fonctionnaires, par exemple. Et lorsqu'on parle des fonctionnaires, on a tendance à se focaliser que sur le public. Mais il y a des fonctionnaires du privé. Ou bien on ne les appelle pas fonctionnaires, je ne sais pas. Mais il y a des gens qui travaillent pour le privé et qui font les mêmes travaux que ceux du public. Et je peux même dire que ce sont eux qui tiennent l'économie nationale. Il faut revoir leur pouvoir d'achat de toute cette masse-là. Il faut revoir les salaires. Il faut améliorer les primes. Il faut mettre en place un certain nombre de dispositifs qui permettent aux Béninois de faire face à la cherté de la vie. Je préfère qu'on réfléchisse et qu'on se concentre sur l'amélioration des conditions de vie et de travail des Béninois que d'aller leur expliquer pourquoi il y a la guerre, pourquoi il y a la cherté de la vie, d'aller leur parler de l'Ukraine dont ils n'en ont pas besoin. Parce que cette tournée-là n'a eu que pour résultat la spéculation. Il y a des endroits où il n'y a pas d'effet exogène qui viennent perturber la quiétude du commerce à ce niveau-là. Mais le fait qu'on leur ait dit que tout est cher à cause de la guerre en Ukraine a tout de suite agi sur le mind des commerçants et ils ont tous agi vers la hausse des prix. Et quand tu leur poses la question, ils te répondent c'est la guerre en Ukraine. Aller jusqu'à demander à une paysanne de Kolofondé, quelque part dans le nord, c'est où l'Ukraine, elle va te dire que c'est vers Cotonou là-bas. C'est les gens de là-bas qui sont venus nous dire qu'il y a la guerre en Ukraine. Et que c'est ça qui fait qu'il y a spéculation. Je pense qu'on aurait pu réfléchir autrement. On aurait pu travailler à améliorer les conditions de vie des Béninois, qu'on aurait gagné en quelque chose. Prenons l'exemple du Togo, voisin, qui a travaillé à améliorer les conditions. Il n'a pas parlé de hautement social, mais il a agi sur le social. Et quelque part, les Togolais ont senti un accompagnement du gouvernement lorsqu'il y a eu, n'est-ce pas, des effets exogènes de hausse de prix. Et je pense que notre gouvernement a des gens qui ont un intellect assez élevé, qui peuvent réfléchir à ces choses-là et arrêter de jouer avec les nerfs des Béninois. C'est fondamental si nous voulons véritablement qu'on réussisse à inscrire nos enfants à l'école, à les maintenir à l'école. Parce que je sais que le gouvernement est préoccupé par le maintien des enfants à l'école. Il est préoccupé par l'amélioration des chiffres de réussite des enfants. Pour que cela marche, non seulement on mettra la pression sur les éducateurs, mais il faut aussi travailler en amont avec les parents pour qu'ils soient capables de faire face aux charges éducatives de leurs enfants, d'accompagner les enfants à la maison pour que tout l'effort qui est déployé de l'autre côté soit répercuté également à la maison, parce que c'est ensemble qu'on peut travailler à la réussite, n'est-ce pas, de nos enfants à l'école. Valentin Adiboucha, nous allons tout à l'heure revenir sur la tournée gouvernementale, mais vous avez parlé d'un point très important dans vos propos tout à l'heure. Comment se fait-il que les écoles privées ne respectent pas toujours la liste des fournitures prévues par le gouvernement, ajoute d'autres frais, parce qu'on a constaté que c'est aussi une période au cours de laquelle certains chefs d'établissement profitent de l'occasion pour gruger un peu, pour torturer les parents en créant des faux frais. Je prends, on a fait une petite enquête, hein. Même école, même promoteur, 500 mètres d'écart entre deux écoles secondaires. Les prix varient. Il y a une différence de prix de 50 000 à l'inscription des enfants. Et nous sommes à Cotonou. C'est-à-dire, ici, nous avons presque tous les ministères. À part Porte-Nouveau qui abrite quelques ministères, la plupart des ministères sont à Cotonou. Seul le ministère de l'enseignement maternel et primaire, dans le dispositif des 3 ministères qui s'occupent de l'éducation, est à Porte-Nouveau. Le reste, c'est à Cotonou. Le ministère de l'enseignement secondaire est à moins de 5 km de l'école dont je parle. École privée, différence de prix de 50 000 entre une école et l'autre appartenant au même promoteur et portant le même nom. C'est la preuve qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et ça, normalement, c'est au gouvernement de faire leur enquête. C'est au gouvernement
d'aller constater ces choses. Nous le dénonçons déjà aujourd'hui. S'ils ne sont pas informés, c'est l'occasion pour eux de chercher à savoir et de planifier, réglementer. Tout ça participe du hautement ou bien du social. J'aime pas trop l'adverbe hautement. Tout ça participe du social. Essayez de voir avec les privés quelles sont les difficultés. Parce que là aussi, il y a un véritable problème lorsque vous vous rapprochez des promoteurs. C'est-à-dire le privé est considéré comme payeur d'impôts et c'est tout. Il n'y a pas un accompagnement sensible. Il n'y a pas une écoute du privé pour savoir quelles sont les difficultés auxquelles il fait face. Ceci laisse donc la main libre à chaque promoteur d'école de gérer son école comme il l'entend. Heureusement, on a un enseignant du privé ici. Il est mieux qualifié pour nous dire qu'est-ce qui peut justifier véritablement cette différence de prix lorsque nous quittons une école pour une autre appartenant au même promoteur et portant le même nom dans la même ville. Si on me dit que, par exemple, les prix étaient différents entre Calavi et Cotonou, je pourrais comprendre parce que Calavi, c'est déjà un autre département, c'est une autre réalité. Lorsque vous allez peut-être à Alada, vous n'avez pas les mêmes réalités qu'à Cotonou, mais à l'intérieur de la même ville, à moins de 500 mètres, 500 mètres, il y a souci. Monsieur Sondé, avant d'aller à Kamaline, très rapidement, sur ce point-là, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Non, vous savez, j'ai entendu la directrice départementale de mon secondaire dire qu'il y a 288 écoles privées dans le département du littoral. Ce que je sais, je ne sais pas si le gouvernement de mon pays a déjà subventionné ces écoles-là. Pourtant, ce sont ces écoles-là qui donnent les meilleurs résultats. La disparité de prix, c'est quoi? Vous savez, je ne sais pas si au niveau du ministère de l'enseignement secondaire, il y a une cellule de suivi. Il y a des écoles qui augmentent les frais de scolarité à l'emporte-pièce, sans pouvoir expliquer pourquoi il y a une augmentation. Ce n'est pas possible. Si nous sommes dans un État où on a un gouvernement, on doit vérifier ça. Vous êtes dans la même zone, plusieurs écoles, et vous constatez d'une école à une autre la différence est claire. Dans des écoles, voilà une aberration qu'on autorise dans mon pays. On dit dans des écoles, si vous n'avez pas 12, vous n'y entrez pas. Ceux qui ont moins de 12 là, ils ne sont pas des Béninois. Les tests de l'État disent, pour passer en classe supérieure, c'est 10 de moyenne. Pourquoi dans certaines écoles, on dit non, il faut 12. Et on vous pose des conditions pas possibles. Et nous sommes dans un État où nous avons un ministère qui, quand même, de temps en temps, les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, il faut vérifier ça. Parce que quand ça se passe comme ça, celui qui a envie d'envoyer son enfant à l'école, on dit, ben, votre enfant passe en terminale, il a 11, on ne le prend pas. Ou si on doit le prendre, on vous oblige à prendre des répétiteurs, ça coûte cher. Je dis, il faut que l'État béninois soit regardant. Parce que moi, dans les écoles, il y a trop d'ignorance. Vous imaginez dans une université, vous avez composition à 8 heures. Vous venez à 7h31, vous êtes en retard, vous rentrez chez vous, vous reprenez la matière, vous payez 5 000. Vous imaginez ça? J'ai composition à 8 heures. Je viens à 7h31, on me dit que je suis en retard. Donc, je rentre chez moi et j'ai raté la matière. Pour reprendre la matière, je paye 5 000. Et ça, c'est au bénéfice. C'est écrit dans quel test? Voilà des aberrations qui se passent dans les écoles privées. Je ne parle pas. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Donc, il faut dire que les missions de contrôle, ce n'est pas pour voir si l'école est autorisée à former dans cette filière. Est-ce que l'école a vraiment... Comment régler tous les frais de scolarité? Parce que tout le monde, si on n'envoie pas nos enfants à l'école, on risque de ne plus avoir d'intellectuels. Donc, il faut que l'État soit regardant. Là, les privés sont parfois essoufflés. Par rapport aux ouvrages, dans des écoles qui se respectent, moi, en tant que surveillant général de mon école, j'ai dit aux parents, vous achetez les cahiers, vous attendez pour les livres. Parce que quand l'État a dit 10 livres, et que le parent achète 10 livres, et que vous n'arrivez pas à utiliser les 10 livres, ça énerve. Donc, moi, je conseille aux parents d'acheter d'abord les cahiers. Au fur et à mesure que le professeur évolue dans son cours, il vous dira quel ouvrage acheter. C'est vrai que les cahiers d'activité, il y a d'autres ouvrages qui ne sont pas prévus dans la liste des fournitures, mais que certaines écoles obligent les parents à acheter. Si vous n'avez pas ça, votre enfant est dehors. Donc, je dis, il faut qu'à cette rentrée-là, on puisse quand même rassurer les parents, parce que nous devons envoyer nos enfants à l'école. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre que nos enfants n'iront pas à l'école. Nos enfants doivent aller à l'école et doivent apprendre comme les enfants des riches. Donc, il faut que l'État prenne les dispositions pour sécuriser l'éducation. Sinon, aujourd'hui, à un moment donné, dans les écoles publiques, moi, j'ai fait le public.
j'ai fait n'importe quoi. Mais j'ai dit, mes enfants ne feront pas le PVT. Parce que j'ai fait des classes de 110 élèves. Et pour ceux qui le savent, dans les classes de 110 élèves, le professeur s'arrête devant, il ne va pas souvent derrière. Il ne sait pas ce qui se passe derrière. Donc les parents ayant vécu cela ne veulent pas que les enfants fassent la même chose. Et c'est pourquoi ils envoient les enfants dans les privés. Ce n'est pas de gaieté de cœur. Je veux que mon enfant y arrive. Mais je constate que dans le privé, parfois, ça devient de l'escroquerie. Nous sommes dans un état qui laisse faire. Il faut taper du poing sur la table. Parce que si vous voyez dans un collège, vous payez peut-être 190 000 en terminale, ailleurs vous payez 255 000, ailleurs vous payez 300 000. Alors que nous sommes tous à Cotonou. Donc moi, je voudrais demander aux différents ministres chargés de l'éducation nationale de faire attention. Parce qu'il y a des parents qui souffrent, mais qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Et il faut qu'aussi au niveau de l'Assemblée nationale, on prenne des lois pour régir cela. Les députés sont là pour cadrer. Parce que le gouvernement, c'est vrai, ne veut pas être partout. Mais il faut qu'on aille, de temps en temps, il faut qu'il y ait des missions de contrôle. Au lieu de faire tourner gouvernemental pour expliquer pourquoi la vie est chère, il faut aller contrôler ce qui se passe dans les écoles. Merci Moïse Soudé. Et parlant donc de cherté de la vie, nous allons faire quelques comparaisons entre les prix des articles vendus il y a quelques années, comparativement au prix des articles de cette année. Et par rapport à ça, les manuels de mathématiques et de lecture du primaire qui variaient entre 1 600 francs et 1 800 francs sont aujourd'hui à 2 000, voire 2 500 francs par endroit. La boîte de craie blanche qui coûtait 1 000 francs CFA est passée cette année à 1 200 francs CFA, sans évoquer le prix des sacs et autres outils. Joachim Kamal, alors à quoi serait due cette flambée des prix qui augmentent à chaque approche de rentrée scolaire? Le gouvernement l'a dit lors de sa tournée, c'est le coronavirus, la guerre en Ukraine. Mais bon, je le dis un peu pour blaguer, mais je pense que la population n'a pas besoin de ça. Franchement, on va dans des communes. On a dit que cette tournée gouvernementale, au cours de la tournée, le gouvernement a bien expliqué que près de 80 milliards ont été injectés pour résoudre cette crise, pour atténuer, les effets de cette crise. Mais est-ce avec ce que vous venez de lire maintenant, est-ce qu'on sent ça? Comment est-ce que la population sent ça? Vous voyez, je vais encore parler de la cherté de la vie, je vais parler du pouvoir d'achat des Béninois. Aujourd'hui, prenons un peu l'exemple de la pompe, de l'essence à la pompe, qui est à plus de 600 francs, si je me trompe. Combien de Béninois aujourd'hui peuvent réellement se taguer le luxe d'aller prendre l'essence à la pompe? Non, soyons francs. Combien de Béninois? Généralement, on attend ce qu'on appelle communément les tickets valeurs pour pouvoir aller à la pompe. Sinon, tout le monde, on ne va peut-être pas le répéter ici, on sait comment on fait pour mettre du carburant dans nos véhicules. Comment on fait? Vous voyez, aujourd'hui, et puis dans les écoles, revenons encore à cela, les écoles, beaucoup d'écoles qui vous exigent plusieurs trucs. Moi, aujourd'hui, mes enfants sont dans une certaine école, je ne vais pas mentionner le nom, mais ils sont aussi dans des privés. Parce que comme M. Soudé l'a dit tout à l'heure, quand vous avez fait le public, vous avez vu ce qui se passe dans le public, vous n'avez pas envie que vos enfants aillent là-bas. Ce n'est pas de gaieté de cœur, je le reconnais, ce n'est pas de gaieté de cœur parce que c'est plus cher. On a envie de pouvoir payer moins cher. Mais quand vous envoyez vos enfants dans le privé, et puis là-bas, on commence à vous dire, le kaki, là, c'est ici que vous devez le payer. Avant, ce n'était pas ça. Avant, vous pouvez payer votre kaki n'importe où, mais maintenant, on vous exige de payer le kaki, là. Il y a les fascicules qu'il faut payer quand les enfants doivent rester à l'école. Il y a ce que vous devez ajouter encore. Donc, il y a tellement de faux frais que finalement, à la fin, quand vous faites un peu le point de ce que vous payez, c'est excessivement cher. Donc, aller vers les populations, je pense que la tournée gouvernementale, ça a été fait le 12 mai dernier, aller vers les populations pour leur expliquer pourquoi la vie est chère et que jusqu'à présent, on ne voit pas réellement les effets. On est allé vers les populations pour leur expliquer pourquoi c'est cher et pour aussi recueillir leurs préoccupations. C'est comme si, cette réunion a accouché d'une souris parce que toujours, jusqu'à présent, on ne voit pas en fait les effets de cette atténuation. Mais c'est normal parce qu'ils n'ont pas laissé les populations entrer dans la salle pour leur parler. Il faut savoir quel est l'interlocuteur qu'ils avaient en face et la tournée qui avait l'impression de recueillir les préoccupations des populations.
s'est retrouvée à devenir une tournée politique où il fallait avoir des passes pour entrer dans la salle. Voilà. Autrement dit, Ouais, on voulait c'est- filtrer pour connaître la nature des personnes qui entrent dans la salle. À partir de ce moment, ce n'est plus une rencontre de vérité, mais c'est juste une rencontre. Et chaque fois, avec ce système, on a remarqué qu'à la veille des élections, il y a toujours ces genres de tournées qui ont été improvisées pour aller à la rencontre des populations. Mais au lieu d'aller recueillir les données, aller recueillir les avis des populations sur un certain nombre de faits, on va plutôt pour communiquer, n'est-ce pas, et inoculer à ces populations ce qu'on voudrait qu'elles entendent, ce qui n'est pas ce qu'elles voudraient elles-mêmes entendre en réalité. Et c'est ça qui fait que cette tournée n'a pas véritablement atteint ses objectifs. Et Valentin, d'un autre côté, il y a quelque chose qu'on a beaucoup entendu dans l'opinion publique. Les gens se sont plutôt plaints en fait, que c'était une tournée d'accord pour nous expliquer pourquoi est-ce que la vie était chère. Vous allez dans certaines localités où il y a beaucoup de personnes qui sont pauvres, disons, et vous y allez avec des véhicules de luxe. Vous venez leur expliquer que la vie est chère et qu'ils doivent serrer les ceintures. Mais vous y allez avec des véhicules de luxe, avec des... Voilà, je ne vais pas citer les modèles de véhicules. Vous aurez souhaité qu'ils aient avec quel genre de véhicule? Avec des véhicules beaucoup plus modestes. Véhicules ministériels. Voilà, des véhicules ministériels. Bon, mais ce serait menti encore. Voilà. Ce serait encore menti. Vous voyez, donc, en fait, l'opinion publique aussi a dénoncé ça. Moi, je ne dénonce pas. Hein. L'opinion, je ne fais que... conduire, en fait, sinon, c'est que nous avons appris. Mais par vous voyez, rapport- c'était un peu ça, en fait. Il y a eu beaucoup... La population a trouvé réellement inopportune cette tournée. Parce que jusqu'à présent, avec ce que vous avez lu tout à l'heure, avec les prix, nous allons aussi, sur les stands, nous sommes allés faire le constat. C'est cher. Dans l'élément témoin tout à l'heure, les revendeuses l'ont dit. C'est vraiment cher au niveau de la douane. Il faut déjà prendre ces mesures-là pour pouvoir réellement atténuer les effets de cette crise-là, comme on dit. Sinon, jusqu'à présent, ce n'est pas possible. Les Béninois, il y en a peut-être qui vivent bien, qui ne sentent pas. Mais pour moi, les gens que je fréquente, peut-être que c'est ma classe sociale, hein, mais les gens que je fréquente, il y en a beaucoup qui se plaignent. Mais il faut reconnaître quand même. Il y a une autre réalité par rapport à l'augmentation des prix. Vous savez, nous avons des commerçants véreux. Parce qu'on a instauré la facture normalisée, on nous gruge. On nous gruge. Parce que l'État a instauré la facture normalisée pour contrôler, on nous gruge. On dit, bon, nous, on doit appliquer sur l'État. Par conséquent, on ne peut plus continuer à vendre nos produits au même prix. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Et je dis, moi, parce que je suis un peu le gouvernement, on a pris des mesures. Parce que je t'ai dit à l'interview, on a pris des mesures. Mais on ne suit pas l'application des mesures. Parce que quand on a pris les mesures, vous sortez du supermarché de Tantampillon, vous achetez le produit à tel prix, vous allez chez Yaba là-bas, vous voyez qu'il y a la différence de prix, alors que c'est le même produit qui se vend sur le même territoire, il y a différence de prix. Pourquoi c'est là? Donc je dis, moi, je m'attaque aux députés, ils sont pratiquement en fin de mandat, mais pour faire du social, on a besoin de leur soutien. Parce que quand vous n'allez pas sévir, maintenant, qui on veut sévir? Est-ce que c'est nous ou bien les autres? Il faut sévir une fois, il faut sévir. Parce que quand on ne sévit pas, parfois vous allez dans des boutiques, on dit, vous voulez facture simple ou bien vous voulez facture normalisée. C'est une aberration. Même lors du contrôle passé, le contrôle mené par le préfet du littoral, les gens ont déjà eu vent qu'il y aura un contrôle. Est-ce un contrôle, ça? Non, vous savez, ces commerçants véreux, on les tope un peu partout. Et dès qu'il y a des sanctions qu'on s'apprête à prendre, on leur vend la mèche et ils se mettent au pas. Ils se mettent au pas. Donc, parce que nous payons les impôts. Les impôts on va payer les impôts, mais on n'accepterait pas. Bientôt, maintenant, les propriétaires vont se lever, vont augmenter le loyer pour dire, parce qu'on a augmenté les impôts, je dois augmenter le loyer. C'est pas normal. Moi, je dis, pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, l'État doit pouvoir faire des contrôles réguliers. Pour faire des contrôles, on n'a pas besoin de donner l'information avant. Parce que quand vous donnez l'information avant, les gens nettoient les crimes et vous allez vous constater que tout le monde est nickel. Et puis, ce qui est encore dangereux, moi, ce que j'ai constaté, c'est que vous allez dans les rayons, vous voyez un prix. D'accord? Et c'est quand vous venez à la caisse que la dame vous dit, c'est tant, mais on vous applique la TVA. En fait. Autrement dit, j'aurais souhaité que quand je rentre, on m'explique que, attention, les prix affichés sont exempts, c'est-à-dire ils n'ont pas encore additionné la TVA et que lorsque vous allez venir à la caisse, on va vous appliquer la TVA. Mais là, c'est une aberration. Vous voyez? Donc, vous n'êtes pas préparé à la chose, en fait.
Et c'est à la caisse que vous vous rendez compte que on vous donne. Vous allez des faire votre calcul. retrouvez des Vous articles. allez faire votre calcul. Hein. Et puis là, on vous applique la TVA et il y a comme un effet de surprise. Donc, il va falloir, si véritablement on veut améliorer les conditions de vie et de travail des Béninois, qu'on revoie les paradigmes sur lesquels on doit agir pour atteindre la cible. Gauthier a proposé, par exemple, la gratuité pour une année. Je sais que c'est très lourd comme charge. Lorsqu'on voit parfois certains chantiers moins prioritaires qu'on a engagés, les frais qu'on y a mis, on pense que l'État a la capacité de prendre des décisions courageuses pour pouvoir, n'est-ce pas, aller sur des chantiers qui touchent directement à tous les Béninois. Et je pense que si on le fait, ce serait à l'actif de ce gouvernement. Le mérite de ce gouvernement, c'est d'avoir balisé le terrain pour la prochaine mandature. Parce que si Talon s'en va en 2026, celui qui vient a déjà un terrain suffisamment balisé. Et s'il agit sur un certain nombre de décibels, il serait le président le plus applaudi. D'accord. Gauthier Seloudé, on a parlé de la tournée gouvernementale du 12 mai dernier, une tournée au cours de laquelle le gouvernement a dit que ce sont les conséquences de la pandémie de Covid-19 qui auraient affecté la chaîne de production et d'approvisionnement à travers le monde et les conséquences de la guerre en Ukraine. Êtes-vous de cet avis et qu'est-ce que le gouvernement doit faire aujourd'hui pour véritablement soulager la peine aux populations? Eh bien, la guerre en Ukraine a montré à l'Afrique que nos gouvernements ne sont pas en train de travailler pour les peuples, mais travaillent pour leurs propres intérêts. Parce qu'avec tant de ressources que l'Afrique a, tant de terres cultivables que nous avons, on dépend encore des pays occidentaux pour avoir certaines matières. Du blé, par exemple, que nous importons de l'Ukraine. Alors que nous avons du manioc ici, par exemple. Alors que nous avons des produits ici qu'on peut substituer. Eh bien, c'est dommage. Les dirigeants africains ne travaillent pas véritablement pour que l'Afrique puisse connaître le développement, mais ils travaillent pour que l'Afrique soit toujours dépendante des pays occidentaux. Et avec cela, nous n'allons jamais évoluer. On va toujours crier, tourner en rond. Les mêmes problèmes vont toujours demeurer. Et ça doit changer. Il faut que l'Afrique se réveille. Le président rwandais, par exemple, dit que lui peut travailler pour nourrir le continent africain. C'est des exemples des paysans qui ont la vision de travailler pour que l'Afrique soit véritablement indépendante. Et c'est là où nous devons aller pour que ces problèmes de cherté puissent finir. Non, mais il faut le respect. Vous savez, on a dit que le pain est à combien? Moi, tous les jours, j'achète le pain. J'achetais le pain quelque part à 50. Et depuis 2 ou 3 semaines, c'est 200. Après, on doit laisser. Et quand j'ai sorti ma carte de presse, j'ai interpellé j'ai dit non, qu'ils avaient déjà des stocks de farine, et ainsi de suite. Le plateau d'œufs, c'est à 2100 francs. Je l'ai acheté avant-hier à 2500. Bien sûr. Je l'ai acheté avant-hier à 2500. Mais l'œuf vient de l'Ukraine, ça vient de la Russie. L'œuf, 2050, 2100 francs acheté. Et je vais là-bas, le gars dit non, ça a changé, tonton, c'est 2500. Bon, moi j'avais envie de manger des œufs. Qu'est-ce que j'ai dû payer? Donc il va falloir que. Parce que quand vous prenez des décisions, il n'y a pas de suivi. Les gens disent bon, ils ont déjà pris des décisions. Ils ne vont pas contrôler. C'est pas bon. Et nous les gars petits, bon, il y a des gens qui vont se ravitailler tous les jours, ils ne regardent pas la facture, ils font le choix. Et puis, ben, nous autres, nous sommes obligés de faire nos petits calculs parce que ce que tu as là, tu vas économiser pour tes enfants. Donc, il va falloir que dans les quartiers, dans les supermarchés, on fasse des descentes. Sinon, ce n'est pas bon. Le gouvernement va prendre. Moi, je félicite le gouvernement pour les mesures qui sont prises. Ils vont prendre de bonnes mesures, mais les mesures ne sont pas suivies. C'est ça la difficulté. Quand on va en conseil des mesures, on prend des mesures, nous qui sommes allés à l'école, nous on comprend. Mais nos parents qui ne sont pas allés à l'école, moi je vis dans un arrondissement où je n'ai jamais vu quelqu'un passer de maison en maison pour sensibiliser. Donc il faut qu'il y ait des cellules de suivi. Parce que quand on ne suit pas le Béninois, ils ne respectent pas ce qu'on a dit. Oui, ceux qui ont maintenu le prix du pain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé le pain, mais le poids, il n'y est pas, la taille, elle n'y est pas. Le pain a maigri dangereusement.
Et c'est-à-dire on a agi sur les probandes là pour pouvoir donner une certaine longueur au pain, mais son poids n'est pas réel et sa taille aussi non plus. Valentin Adiboucha, qu'est-ce que le gouvernement doit faire aujourd'hui pour soulager la peine? C'est d'identifier les problèmes réels des populations et d'agir sur ces décibels. Par exemple, lorsqu'on prend une mesure, il ne suffit pas seulement de prendre la mesure, mais il faut accompagner les acteurs qui sont dans le secteur. Lorsque vous parlez de l'éducation comme priorité, n'est-ce pas, du programme d'action du gouvernement, il faut faire asseoir les acteurs. Lorsqu'on dit à un enseignant d'avoir un résultat, il faut lui demander également, il faut lui donner également les moyens qui lui permettent d'atteindre ce résultat. Lorsqu'on dit qu'on veut que les médecins soient vraiment des gens qui restent dans les hôpitaux très performants, et Dieu seul sait que le Bénin a des médecins performants, il faut leur donner les moyens nécessaires pour être performants dans leur domaine. Lorsqu'on veut que, par exemple, à la fin de l'année, un directeur d'école produise des résultats, il faut l'accompagner dans la production de ce résultat. Il faut lui donner les moyens de pouvoir atteindre ce résultat. Et ça, c'est le hautement social. Il faut que lorsqu'on veut prendre une décision, qu'on écoute les acteurs qui sont dans le domaine, qu'on voit leurs difficultés et qu'on règle ces difficultés-là. Je vous donne un exemple. On a dit cantine scolaire. On a dit il y a détournement au niveau des cantines scolaires. Et un directeur vient nous voir et dit, ils ont sali mon nom parce que le jour où ils sont venus faire le contrôle, nous, on a laissé les enfants à la maison parce qu'on avait rencontre des enseignants. Mais c'est ce jour-là qu'on a fait le prélèvement du nombre d'enfants. Et ces enfants-là sont venus à l'école parce que leurs parents ne sont pas à la maison. Ils préfèrent que les enfants soient à l'école. Mais qu'est-ce que ça a coûté à cette équipe-là d'aller dans l'école voisine et de revenir le lendemain pour faire le prélèvement réel? Et lorsqu'on parle d'une enquête, on débarque sans avertir. Donc, vous voyez, au lieu de faire le travail de manière très, très experte, on biaise parfois les résultats, ce qui ne permet pas d'avoir forcément des données fiables sur lesquelles on peut agir. Il faut travailler, il faut écouter les populations, il faut écouter les acteurs, il faut connaître leurs difficultés avant de prendre les mesures. Il ne faut pas prendre la mesure et qu'elle se bute tout de suite à la résistance, n'est-ce pas, de ceux qui sont chargés de la mettre en application. Et c'est peut-être un peu là que ce gouvernement pêche, c'est-à-dire le dialogue. Il n'est pas totalement franc, il n'est pas franc avec les acteurs. Vous voyez, chaque fois que les syndicalistes sortent d'une rencontre, quand vous leur tendez le micro, ils vous disent que bon, ils ont parlé, mais nous, on n'est pas certain que tout ce qui a été dit là. Vous voyez, par exemple, on a écouté des enseignants hier. Il dit quand le chef de l'État avait dit qu'on allait, n'est-ce pas, faire du 12 mois sur 12, nous avons sauté de joie. Et vous avez même fait des reportages sur ça. Mais à l'application, ils continuent, n'est-ce pas, d'être dans le rêve. Ils ne sont pas encore dans la réalité. Ils continuent de se plaindre. Et cet enseignant-là, on va lui demander de démarrer le cours le premier jour alors que son enfant, lui, il est à la maison. Comment voulez-vous qu'il soit focalisé sur le travail qu'il a à faire? Comment voulez-vous qu'il atteigne le résultat qu'on attend de lui si lui, son enfant est à la maison et c'est lui qui est chargé, n'est-ce pas, de démarrer le cours le premier jour? Donc, il faut préparer les psychologies, il faut travailler avec les acteurs, il faut les écouter avant de prendre des mesures. Et lorsqu'on prend des mesures, il faut les suivre, mais de manière experte pour avoir véritablement des résultats probables et probants. Lorsqu'on a des chiffres, on est heureux que depuis 2016 à ce jour, on a par exemple 81,85% de réussite au CEPE, 56,46% de réussite au BEPC, 59% de réussite au bac. C'est vraiment une prouesse, mais on aurait souhaité qu'on atteigne les 70-80% de réussite. Ce n'est pas impossible si les conditions sont réunies. Merci à vous, Valentin Adiboucha. Vous avez compris, la plupart des intervenants ce matin, les débatteurs sur le plateau, demandent donc qu'il y ait des mesures et des mesures concrètes, des subventions de certains produits, de certains articles et que le citoyen lambda puisse sentir cette subvention-là et qu'il y ait également un suivi et un contrôle des descentes inopinées sur le marché pour contrôler le prix des produits. Nous allons passer au deuxième sujet à l'ordre du jour, mais avant, nous allons suivre un élément donc, sur la 49 soldats ivoiriens détenus au Mali, avec la complicité, bien évidemment, de la réalisation. C'est avec beaucoup de précautions que je parlerai de ce dossier. Rappelons-le qu'il est un dossier judiciaire. Je
parlerai pas du volet judiciaire, et nous respectons l'indépendance de la justice. Mais je voudrais juste dire, disons, les aspects de cette crise avant l'ouverture de l'enquête. Vous savez, quand le gouvernement a communiqué, malheureusement, une grande partie de notre opinion ne nous croyait pas. C'est une réalité. Mais je voudrais dire que dans cette volonté d'améliorer la gouvernance, le gouvernement de la transition ne ment pas. Vous savez, quand nous faisons des communiqués, avec beaucoup de certitude, beaucoup d'engagement et beaucoup de vérification. Et concernant ce dossier, qui est regrettable, je pense que le communiqué des autorités ivoiriennes, quelque part, nous conforte dans notre position. Encore une fois, je le dis, quand vous regardez, vous passez en revue les recommandations des Assises nationales de la refondation, 90% des recommandations concernent le Mali et les Maliens d'abord. Et que nous avons décidé d'imposer beaucoup plus de rigueur sur nous-mêmes. Et forcément, pour certains partenaires, ils sont, disons, obligés, en tout cas nous le demandons très respectueusement, de respecter les principes qui guident l'action publique dorénavant. Il est inacceptable que 49 militaires débarquent dans un pays sans autorisation, sans avertissement, avec des armes, et qu'on trouve cela normal. Je pense que, quelque part, la réaction de l'aMINUSMA et des Nations Unies nous réconforte dans notre position. Voilà un peu ce que je pouvais dire concernant ce dossier, encore une fois, je le rappelle, qui est un dossier judiciaire. Il y a une médiation qui est en cours. Il y a certains aspects de la médiation que je n'évoquerai pas ici, mais je voudrais dire d'abord la nature hautement judiciaire du dossier. Concernant la Côte d'Ivoire, qui est un pays frère, qui est un pays ami, avec lequel nous n'avons aucune volonté de croiser le fer, je pense que restons toujours sur le plan judiciaire. Vous vous souviendrez que la justice malienne a émis des mandats d'arrêt internationaux contre certains de nos compatriotes qui vivent en Côte d'Ivoire. Et nous avons également été surpris de voir que certains de nos compatriotes vivant en Côte d'Ivoire, malheureusement, utilisent la Côte d'Ivoire comme, je ne vais pas parler de base arrière, mais en tout cas comme terrain, en vue d'attaquer ou de perturber la transition, ce qui est regrettable. Encore une fois, je le dis, je ne sais pas quelles seront exactement toutes les dimensions de la médiation. Encore une fois, je le répète et j'insiste, il s'agit d'un dossier éminemment judiciaire. Ce reportage donc que vous venez de suivre qui nous plonge dans la deuxième partie de cette émission consacrée donc à l'affaire des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali. En effet, le 10 juillet 2022, donc 49 soldats ivoiriens sont arrêtés à l'aéroport du président Modibo Keïta de Bamako. Selon les soldats arrêtés, ils étaient en mission sur le territoire malien dans le cadre de la mission des Nations Unies pour la stabilité du pays. Une version que confirme donc l'exécutif ivoirien en assurant que ces hommes étaient en mission pour l'ONU. De son côté, la junte malienne au pouvoir considère les 49 soldats ivoiriens comme des mercenaires et les inculpe de crimes d'association de malfaiteurs, d'attentats et complots, crimes d'association de malfaiteurs, bien sûr, crimes contre le gouvernement, d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État, de détention du port et de transport d'armes de guerre. Autant de choses donc, qui ont été reprochées. Gauthier Seloudé, trouvez-vous que cette arrestation est juste et légitime ou s'agit-il, selon vous, d'une violation du droit international, l'atterrissage des soldats ivoiriens au Mali? C'est une grande violation parce que dans le contexte où se trouve le Mali, le contexte où la France veut quitter, mais veut montrer qu'elle quitte, mais son départ va laisser le Mali à la sorte des djihadistes. Dans ce contexte où vous voulez aider le Mali, mais vous signalez que vous envoyez des soldats pour aider. Ils ne viennent pas par surprise. Ce sont des mercenaires envoyés pour déstabiliser le gouvernement de la transition dans ses efforts pour mettre le Mali sur le bon chemin, le chemin du développement. Vous savez bien que pendant
plus de 10 ans, les forces françaises sont intervenues pour lutter contre le djihadisme, les attaques terroristes, mais c'est un échec patent. Le Mali a décidé de tourner dos à la France. Partez, nous allons nous réorganiser, chercher d'autres partenaires pour pouvoir faire cette lutte efficacement. Eh bien, cela n'a pas plu à ces partenaires français qui, d'ailleurs, ont toujours profité des pays africains, des pays francophones notamment, de nos ressources. Ça, ce n'est pas un secret. Eh bien, ces mercenaires étaient en mission pour le président ivoirien Ouattara, qui, lui, est un ami de la France. Et donc, tous ces agissements, vous le voyez, c'est constaté de tout le monde, c'est toujours pour protéger les intérêts des Occidentaux. Vous voyez, la CEDEAO, où il a une influence, les agissements de la CEDEAO vont dans le sens de la préservation des intérêts, soit des dirigeants, soit des Occidentaux. Et donc, ces 49 soldats qui, par la force des négociations, sont désormais 46 parce que 3 femmes ont été libérées, ce qui montre que le président de la transition, Assimi Goïta, a la volonté de trouver une issue à cette situation. Eh bien, les 46 autres, ils n'ont pas prouvé. La Côte d'Ivoire n'a pas prouvé que les soldats, les mercenaires étaient véritablement en mission pour aider le Mali. L'ONU n'a pas reconnu cette mission. Et donc, actuellement, on dit nous allons au dialogue, négociation pour pouvoir libérer les soldats. Mais ce que le Mali propose, la Côte d'Ivoire rejette et dit qu'on les a pris en otage. Comment est-ce qu'on peut parler d'otage dans ce contexte? Merci Gauthier Sédodé. Moïse Soudé, êtes-vous d'avis avec la junte malienne au pouvoir que ces 49 soldats ivoiriens arrêtés et détenus actuellement au Mali sont des mercenaires? Il ne faut pas sortir d'une école polytechnique pour comprendre que ce sont des mercenaires. Tu viens chez moi, je ne suis pas informé que tu es en train de venir chez moi. Tu viens chez moi armé, clandestinement. Quand même, sans aucun document. Quand même, au moins, on aurait pu dire, bon, l'ONU aurait pu dire, je te donne ordre de mission à cela. Et on doit négocier avec le ministre de la Défense malien pour qu'il y ait eu un accueil officiel, pour qu'on sache qu'ils sont venus. Vous savez, Ouattara, c'est comme disent les Ivoiriens, c'est le bon petit de la France. C'est le bon petit de la France. Et qu'ils vous souviennent que, soit cette année ou l'année dernière, il y avait dit, il a fait des coups téléphoniques dont on a largement parlé, que Ouattara a dit non. Le mal de l'Afrique, ce sont les Africains. Je ne veux pas rappeler ce qui s'est passé entre la Côte d'Ivoire et le Burkina par rapport à Thomas Sankara. Il y a beaucoup de choses. Je dis, la France se sent désormais menacée en Afrique avec la décision de la Russie désormais d'agir en Afrique. La France a constaté qu'elle est en train de perdre un certain nombre de leviers. Vous savez, il y a des pays pilotes. Quand vous lisez un peu l'histoire de la France-Afrique, on dit que le président, le président Bongo intervenait dans la formation du gouvernement français. Le président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, intervenait. Ça veut dire que la France veut toujours avoir la même mise sur l'Afrique. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il va falloir que les Africains comprennent que nous avons intérêt à nous entendre. Nous avons intérêt parce que le jour où l'Afrique va se réunir, nous avons toutes les ressources du monde entier, mais pourtant l'Afrique ne se développe pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le colon, c'est que si les pays colonisés se mettent ensemble, c'est dangereux pour lui. Donc, il faut tout faire pour que, écoutez, Assimi Goïta est en train de faire un travail dans son pays. S'il a besoin de la Côte d'Ivoire, de façon officielle, on va solliciter la Côte d'Ivoire. Si on a besoin des soldats ivoiriens, on va demander à l'ONU d'envoyer un contingent à Bamako. Mais on ne peut pas débarquer là-bas de façon clandestine. On dit qu'on n'est pas mercenaire. On vous dit, OK, nous allons faire un échange. Je vous rends vos soldats, mais vous me rendez les hommes politiques qui sont chez vous et qui préparent des coups depuis là-bas. Bon, la Côte d'Ivoire parle de chantage inacceptable. Ce n'est pas possible. C'est un échange. Si vous ne voulez pas qu'on discute, je vais enclencher la procédure judiciaire contre vos soldats. Et je crois que c'est normal. C'est normal. Ça doit servir de leçon à tous les pays. Si ce que je fais chez moi ne te plaît pas,
ce n'est pas ton problème. J'ai ton pays, je gère mon pays. Mais n'envoie pas des gens de ton pays pour venir me déstabiliser. On a vu ça dans plusieurs pays en Afrique. Et c'est toujours sur les... Moi, je n'ai pas entendu en Europe ou aux États-Unis, mais c'est toujours en Afrique. Et on est prêt à servir le colon pour déstabiliser son voisin. Ce n'est pas normal. Valentin Diboucha, de son côté, la mission des Nations Unies à Bamako a présenté ses compliments au ministère des Affaires étrangères du Mali et a, dans une note verbale du 22 juillet 2022, a reconnu des dysfonctionnements. La MINUSMA note donc dans cette note verbale que les éléments ivoiriens ont été déployés à Sénou, à Bamako, pour assurer la sécurité à la base des NSE allemands, dans cette même localité, au lieu de Tombouctou, au nord du pays, où est situé le contingent ivoirien. Alors, c'est clair, la mission des Nations Unies, dans sa note verbale du 22 juillet 2022, n'a jamais reconnu les 49 soldats ivoiriens détenus au Mali comme faisant partie de son dispositif. Non, je pense qu'il y a un flou qui est entretenu par la MONUSMA, un flou entretenu parce que sa position n'est pas claire. Elle a donné une posture, elle est revenue sur sa déclaration, ce qui a continué d'enfoncer le clou entre les deux pays. Au fait, il y a ce qu'on appelle, à part la MONUSMA, les National Support Elements, qui sont des éléments pilotes qui viennent en appui à la force officielle de l'ONU sur le territoire malien. Il y a par exemple les forces allemandes qui sont là, mais qui ne sont pas de la MONUSMA, mais qui sont en appui, n'est-ce pas, dans l'appui logistique et tout le reste. Et on considère que ces 49 soldats venaient en appui à ces soldats allemands. Ce que les Allemands même ne reconnaissent pas. Et c'est ça qui est le problème. Au fait, à part ces 49 soldats, est-ce que vous savez qu'après ces 49 soldats, d'autres soldats ivoiriens sont allés en territoire malien, mais dans un cadre légal. Et donc, sur les terminologies conditionnant la présence des soldats ivoiriens, des 49 soldats, on n'est pas en train de s'entendre. Et pour montrer ça, bonne foi, Assimi Goïta libère d'abord les 3 femmes qui sont dans le contingent et dit en retour ceux qui sont donc sous mandat d'arrêt internationaux, par exemple l'enfant de l'ancien président Ibeka, par exemple, qui est en territoire ivoirien, mais sous mandat d'arrêt international délivré par donc, le Mali. Rendez-nous ces gens-là pour qu'en contrepartie, nous puissions comprendre que vous êtes dans la bonne foi et que nous libérons ces soldats. À partir du moment où le Mali a décidé de tourner dos, n'est-ce pas, à la France, le Mali est méfiant de tout ce qui vient de pays francophones, comme un pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Un pays comme la Côte d'Ivoire, Moïse l'a suffisamment dit, est un valet de la France. Et à partir de ce moment, on ne peut pas comprendre qu'il fasse débarquer des soldats et qu'il ait du mal à justifier la position, n'est-ce pas, des 49 soldats sur leur territoire. Au départ, on parlait d'une erreur. Après, on dit non, c'est une mission d'assistance et que l'ONU, qui est censée, si c'était réellement une mission dans le cadre de l'ONU, qui de mieux pour, n'est-ce pas, confirmer que c'est une mission onusienne que l'ONU. Mais l'ONU même n'arrive pas à justifier clairement la position, n'est-ce pas, de ces soldats-là dans son territoire. Le fait même qu'à leur arrêt, on ne voit pas de documents sur eux, est-ce que ça ne prouve pas à suffisance que ce n'est pas l'ONU qui les a envoyés? Si c'était, je vous ai dit, si c'était un contingent onusien, il y a un protocole. Et le protocole serait respecté. Pourquoi les Maliens sont méfiants de ces 49 soldats? Parce qu'on les a pris dans l'illégalité. Ils ne sont pas en territoire. Avec des armes sophistiquées. Des armes de guerre. Vous comprenez? Et lorsque vous rentrez dans les détails, pourquoi ces soldats qui viennent en mission d'appui, je vous ai dit qu'ils ne sont pas, la MONUSMA n'est pas la seule force. Il y a d'autres forces d'assistantes et d'appui qui sont en territoire malien, mais ça les Maliens n'ont jamais dénoncé cela. Parce qu'ils sont venus en respectant le protocole d'arrivée. Mais ces 49 soldats ont été interceptés. Et c'est parce que les renseignements maliens ont été très affûtés. Et n'oubliez pas que c'est un militaire qui est au pouvoir et qui sait qu'à partir du moment où il est en train de tourner dos à la France, des menaces vont venir de partout. Et la Côte d'Ivoire est une cible. Vous comprenez? Il sait très bien que des menaces peuvent venir de ce côté-là. 2 chefs d'État aujourd'hui jouent le rôle facilement en Afrique, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et donc, si vous êtes un homme averti en armée, vous devez savoir que si la France veut agir sur vous,
c'est probable qu'elle passe par ces deux pays. À partir de ce moment, vous prenez vos dispositions. Et donc, qu'on justifie, les Maliens disent quoi? Que c'est un problème judiciaire et bilatéral. Et vous voyez le cheminement que l'autre prend. On sait très bien que Ouattara a une grande influence sur la CEDEAO. Et on veut passer par la CEDEAO pour embrouiller les pistes. Mais le Mali, ayant été déjà frappé par des sanctions venant de la CEDEAO en janvier et en juillet, est très méfiant, n'est-ce pas, de ce chemin-là qu'on lui propose. On dit, c'est une affaire entre nous, asseyons-nous et discutons. Ce n'est pas que le dialogue est rompu. Asseyons-nous, discutons et trouvons des chemins, des portes de sortie. Mais vous dites non, on préfère passer par la CEDEAO et là, on va rentrer vraiment dans un raccourci. Un raccourci, mais un tunnel qui n'a pas de fin. Parce que là, les Maliens, ceux qui viennent de la CEDEAO, pour eux, ils ne sont pas prêts à écouter. Et là, je vous dis, quand c'est des militaires qui sont au pouvoir, faites attention. Merci Valentin Adiboucha. Joachim Kamaldine, au dire de l'exécutif ivoirien, les 49 soldats sont en mission pour l'ONU. Si c'est le cas, alors pourquoi le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, au lieu de demander donc à l'ONU de faire injonction au Mali pour libérer sans délai les 49 soldats, il va plutôt porter plainte devant la CEDEAO, comme Valentin l'a rappelé tout à l'heure. Ulrich, vous voyez, dans les organismes de défense, de renseignement international, il y a ce qu'on appelle les Black Ops. Ce sont les forces spéciales de l'ombre. Ouais. Et Valentin l'a bien martelé tout à l'heure, c'est un militaire qui est au pouvoir au Mali. Donc, c'est un homme averti. Ces Black Ops, il y a beaucoup d'opérations qui se passent dans l'ombre et puis on n'est pas au courant parce que nous ne sommes que des spectateurs. On n'est pas dans le secret des dieux. On ne sait pas. Mais si, à ce niveau-là, ils sont obligés de rendre ça public, c'est justement parce que ce n'était pas une opération officielle. Parce que même les Black Ops, comme je les ai appelés tout à l'heure, ils ont toujours une sorte d'ordre de mission. Même s'il n'est pas connu de tous, il y a toujours un ordre de mission qui est là pour justifier leur présence. Parce qu'au cas où on vous arrête, il faut que vous arriviez à dire, OK, on n'est pas venu nous-mêmes, voilà ce tel ou tel organisme qui nous a envoyé, telle ou telle institution. Donc, autrement dit, jusqu'à présent, ça n'a pas pu être prouvé. Et je pense que la Côte d'Ivoire, justement, le Mali, justement, a été regardant. Parce qu'ils étaient 49. Finalement, ils ont dit, OK, il y a des femmes qui ont été libérées. On vous rend les femmes. Maintenant, pour que vous récupériez le reste, nous voulons un échange. Et vous vous offusquez. Ce n'est pas possible. Vous venez imaginer, vous êtes chez vous, vous vous rendez compte subitement, vous êtes à la main, vous vous rendez compte subitement qu'il y a 49 personnes qui sont dans votre cour. Comment est-ce que vous allez vous sentir? Si vous êtes un militaire et vous avez le permis de port d'armes, vous pouvez même les abattre. Parce qu'ils sont venus chez vous illégalement. Vous ne savez pas. Peut-être qu'ils sont venus vous tuer, ils sont venus vous faire du mal. S'ils sont venus réellement en renfort, au plus haut niveau de l'administration militaire, on doit être au courant. Donc ces gens-là ne peuvent pas juste débarquer dans votre pays. Déjà, il y a la MINUSMA qui dit oui, non, qui dit non, après qui dit oui. Maintenant, les Allemands qui disent non carrément. Il y a vraiment un flou qui est là. Et je pense que le Mali a déjà pris une très bonne décision en libérant 3 femmes. Maintenant, vous voulez le reste, on va faire un échange. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a d'alarmant, d'aberrant là. Je pense qu'ils sont dans leur droit. Et M. Soudé l'a dit encore tout à l'heure, la Côte d'Ivoire, on le sait, entre guillemets, est le bon petit de la France. Vous avez vu, plutôt Alassane Ouattara. Oui, Alassane Ouattara. Le président français, en temps, on l'a vu, le président Macron, lors de son premier mandat, était allé fêter son anniversaire. Où ça? En Côte d'Ivoire. Et là, a été reçu en grande pompe. Dans quel autre pays est-ce que le président français allait fêter son anniversaire? Non, soyons francs. Vous voyez? Donc, on ne peut pas voir tout ça et puis se dire, justement, parce que Assimi Goïta, on a tous vu comment il est venu au pouvoir. Il a chassé les Français. Aujourd'hui, quand vous allez est-ce que vous pouvez capter France 24 et puis RFI au Mali? Il y a tout ça. Donc, il sait pertinemment que beaucoup de menaces vont venir de part et d'autre. Ces mesures qu'il a prises là, on a interdit, je vais un peu rebondir sur RT, la chaîne russe. Pourquoi est-ce que les Russes aussi, parce que moi, je n'appelle pas ça la guerre en Ukraine, j'appelle ça l'opération russe
en Ukraine. On a interdit RT. Il n'y a pas eu tout ce tollé-là. Mais dès qu'on a interdit France 24 et puis RFI, au Mali, le Mali qui est un pays actuellement où toutes ces grandes puissances-là ont les yeux, vous avez vu le tollé que ça fait. Donc, je pense que les Maliens actuellement sont dans leur droit. Vous êtes venus chez moi illégalement. J'ai été regardant, je vous ai rendu une partie. Maintenant, si vous voulez le reste, négocions. Et vous vous alarmez. Moi, je pense que ce n'est pas là. Gauthier Sedodé, je vais vous adresser la même question très rapidement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un mystère autour de la version aujourd'hui donnée par l'exécutif ivoirien, notamment le président Alassane Dramane Ouattara, qui estime que ces 49 soldats-là sont en mission pour l'ONU et qui va maintenant, au lieu de demander à l'ONU de donner une injonction au Mali pour libérer les 49 soldats, 46 aujourd'hui, va plutôt porter des plaintes devant la CEDEAO. Est-ce qu'il n'y a pas un flou là, il n'y a pas un mystère là? Pour moi, tout est clair. On sait que Ouattara est en train de tenter de déstabiliser le Mali pour montrer que c'est la France qu'il fallait au Mali pour que la paix règne, la paix qui n'a jamais régné pendant 10 ans. Nous connaissons son influence au sein de la CEDEAO et c'est ça qu'il veut utiliser. Et déjà, une menace de sanctions. Moi, je dis que la CEDEAO est en train de jouer sa crédibilité. Si jamais la CEDEAO se prononce sur ce dossier en faveur de la Côte d'Ivoire, elle aura perdu cette crédibilité qui est déjà sérieusement diminuée à cause de tout ce qu'on lui reproche. Parce que ces dirigeants, ils sont là, mais ne travaillent pas véritablement pour les peuples africains, mais pour garantir l'intérêt de chacun d'eux. Eh bien, ils sont toujours à la solde des pays occidentaux parce que l'aide de l'étranger est ce qui leur importe. L'effort du continent, même pour être indépendant, leur importe peu. Et je pense que ce dossier doit être rejeté par la CEDEAO pour qu'elle sauvegarde sa crédibilité. C'est une affaire entre deux pays et ça doit être négocié entre deux pays pour que la paix puisse revenir entre les deux. Il n'y a que cette seule voie de sortie qui serait légitime. Oui, Valentin. En plus que le Mali accepte la négociation togolaise. Le crédit est donné au Togo pour piloter cette négociation-là. Pourquoi on ne passe pas donc par ce canal qui a été convenu, n'est-ce pas, accepté par le Mali? Le Mali dit, si c'est le Togo qui prend le devant des négociations, je suis partant. Parce que certainement, le président togolais a encore du crédit vis-à-vis, n'est-ce pas, de ces Maliens. Et je pense que s'ils choisissent de passer par ce canal, c'est parce qu'ils ont senti que de ce côté-là, il y a véritablement comme une stabilité, une confiance qui peut, n'est-ce pas, permettre que cette négociation aille à son terme. Parce que dans ces cas de figure, chacun se prononce sur le dossier. Chacun, n'est-ce pas, dans une coopération peut-être bilatérale ou multilatérale, prend position et je pense qu'il serait bénéfique pour la Côte d'Ivoire de regarder cette piste-là que propose le Mali pour trouver une porte de sortie. Ce qui est sûr, si la Côte d'Ivoire veut ruser, elle va rencontrer Garçon en face. Moïse Soudé, 3 des 49 soldats ont été libérés à la suite des négociations. Qu'est-ce qui bloque la libération des 46 soldats? Pourquoi la Côte d'Ivoire rejette la proposition du Mali? Non, la Côte d'Ivoire veut qu'on lui rende les 46 soldats de façon gratuite. Non. Je crois que le président Ouattara doit pouvoir faire profil bas. Ce dossier, ce n'est pas un dossier à régler sur la place publique. Ce n'est pas à régler sur la place publique. Je crois que les familles des 46 soldats doivent pouvoir faire pression sur le gouvernement ivoirien. Nous voulons voir nos parents. Parce que ce n'est pas partout qu'il faut montrer qu'on est Django. Ce n'est pas partout qu'il faut montrer qu'on est Django. Non, non, non. Pas avec un militaire. Parce que vous avez déjà eu des différences. Vous avez parlé de ce coup de fil-là que les Maliens n'ont pas apprécié. Donc il va falloir que le président ivoirien passe ce fil-là et entre en négociation avec Assimi Goïta. Tu me rends mes hommes, je te rends tes hommes et les opposants qui sont recherchés de façon internationale, tu me les retournes. C'est aussi simple que ça. Mais si on veut utiliser la CEDEAO, écoutez, Assimi Goïta n'a pas peur de la CEDEAO parce qu'il sait ce que c'est là-bas. Et si
la Côte d'Ivoire ne change pas de position, je crois que le Mali va durcir sa position. Et je crains le pire. Je crains le pire. Il faut que les Ivoiriens mettent la pression sur le président. Parce que c'est la seule solution. Parce que Ouattara ne peut pas comprendre que le grand Ouattara soit sous la botte du petit Assimi Goïta. C'est comme ça. C'est la loi de la jungle. Parce que dans d'autres pays, on aurait réglé ça en 24 heures. Mais Assimi Goïta se méfie de tout le monde, de tous les pays qui parlent français. Ils savent que tous ce sont des proies faciles pour la France. Donc je dis, peut-être Fort Yassibé a un grand rôle à jouer. Et dès que, parce que si Fort doit réussir, il faut que Ouattara fasse toujours profil bas. C'est ça la réalité. C'est la solution. C'est la solution parce que tu es en faute et tu as encore des exigences. C'est pas possible. Tu es en faute, tu es venu chez moi sans mon accord. Si j'étais venu en civil et qu'il n'y avait pas des armes sur eux, on allait comprendre. Vous savez, quelqu'un qui va pour une mission dangereuse, on ne lui laisse pas ses pieds d'identité. Parce qu'en cas d'échec de mission, on saura qui il est. Ils sont partis sans pièces. On ne connaît même pas leur identité. Et parmi ceux-là, il y a des tireurs d'élite. Qu'est-ce qu'un tireur d'élite va faire sur le territoire étranger? Qu'est-ce qu'un tireur d'élite va faire? Il va en tourisme. Je crois qu'il faut que ceux qui sont proches de Ouattara lui parlent. Ah ben, moi, j'aimerais même ajouter, imaginez si c'était le cas inverse. Parce que pour l'instant, c'est plutôt les Ivoiriens qui ont été découverts chez les Maliens. Mais imaginez si c'était plutôt les soldats maliens comme ça qui ont été découverts. Les artistes ivoiriens auraient déjà sorti des chansons. Merci. Ce serait terrible. Le tollé mais serait énormissime. Donc je pense vraiment que, comme M. Soudé l'a dit, il faut que la Côte d'Ivoire, pour ne pas dire Ouattara, fasse profil bas. Ce n'est que comme ça, en fait, qu'on pourra sortir. Et ce n'est justement pas quelque chose qui doit être réglé. Peut-être qu'ils ne devaient même pas autant communiquer autour. C'est un truc qui doit se régler entre eux. Et puis, ils vont sortir une décision. Et voilà, basta. Un dernier mot rapidement. Quelle est l'issue selon vous? Très rapidement. Parce qu'il Eh bien, pour moi, le président Assimi Goïta est en train de jouer le destin de l'Afrique. Il mérite le soutien de tout le continent, de tous les fils et filles du continent africain, et pour réussir cette lutte-là, montrer que nous n'avons pas besoin de la France pour notre développement. Il y a beaucoup d'autres puissances qui sont prêtes à nous offrir leurs aides dans un partenariat bilatéral gagnant-gagnant. Et c'est mieux que de rester avec une puissance qui ne veut que gagner tout le temps. Vous faites affaire avec quelqu'un et tout le temps, c'est cette personne qui gagne toujours plus que vous. Et vous enfoncez dans la misère. Ce n'est pas bien. Je pense que ça doit changer. Et le président de la transition, Assimi Goïta, a le soutien, et ça a fait de tollé le soutien de Aïcha Koné, qui a fait un morceau pour le soutenir. Les Ivoiriens n'ont pas digéré, mais voilà, tous les artistes doivent se soulever pour chanter pour cet homme-là. Pour soutenir le Mali. Merci à vous. Ce sera tout pour cette émission, ce numéro de votre émission Money Live de ce dimanche 18 septembre 2022. Il était question de deux sujets, de la cherté de la vie avec la rentrée. Lundi prochain, il était également question de l'affaire des 49 soldats détenus au Mali. Pour décortiquer le sujet, j'étais avec Valentin Adi Bouchard. Merci Valentin de votre passage. J'étais également avec Moïse Soudé, Gauthier Seloudé et Joachim Kamaldine. Merci à tous. Merci également à toute l'équipe technique de la réalisation et de diffusion. Merci également à vous, chers téléspectateurs de Gulf TV Africa. Au revoir et à samedi prochain pour un autre numéro de votre émission Money Live. L'information reste en continu sur Gulf TV Africa.